Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis en tant que ConnectWave de vous accueillir sur le salon événement Connect Plus Event pour la cinquième édition virtuelle. Voilà, donc nous allons assister à la dernière conférence de la journée, la dernière mais pas la moins intéressante, hein, j'espère, je pense, hein, j'en suis convaincu. Juste pour vous rappeler que l'ensemble des conférences seront accessibles à tous en replay sur notre chaîne YouTube et notre site. Voilà. Avant de lancer la conférence, vous pouvez confirmer dans le chat qui est le bouton discussion en bas de votre écran pour dire que vous avez le son et l'image de bonne qualité. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions par chat aussi dans l'onglet, le bouton qui est en bas de votre écran, qui s'appelle QR, comme questions et réponses. Et ce seront les questions et réponses auxquelles nos panélistes et présentateurs répondront à l'issue de ce slot. Voilà, Corentin, je te laisse la parole. À toi de jouer et bonne conférence. Merci beaucoup Philippe et bonjour à tous. Donc je m'appelle Corentin Sanguinetti, je suis chef de projet port logistique et transport maritime au pôle mer Méditerranée et comme l'a dit Philippe, c'est moi qui vais animer cette session sur les applications portuaires de l'IoT. Donc je voudrais juste, avant de débuter, remercier très rapidement ConnectWave pour l'organisation de cet événement qui permet de mettre en valeur un grand nombre d'entreprises et de leurs solutions. J'ai pu l'observer depuis ce matin. Et parmi ces solutions, bien sûr, celle de nos chers adhérents auxquels vous assisterez dans les minutes à venir. Alors, je vous rappelle, hop, passer à la slide suivante, voilà, très bien. Donc, avant de rentrer un petit peu plus spécifiquement sur le contenu de cette session, pour les personnes qui sont concernées ou qui sont connectées, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Vous pouvez... ok, super, Didier me fait signe, donc c'est parfait, je peux y aller. Alors, je vous rappelle le programme des prochaines interventions et je ne vais pas rentrer trop dans le détail des règles puisque Philippe vient de les rappeler. Donc pour ce programme, je vais d'abord très rapidement, puisque on est contraint par le timing, vous présenter le pôle mer Méditerranée. Nous aurons ensuite une présentation des projets de décarbonisation avec le port de Singapour de la part d'Envision Digital France, puis une présentation de la part d'Akideia sur les contrôles d'accès intelligents et non connectés. Et enfin, on finira avec une présentation de la société Inuit sur les solutions IoT radio dans le maritime. Alors, je débute ma très brève présentation du pôle mer Méditerranée. Donc, le pôle mer Méditerranée, c'est un pôle de compétitivité à vocation mondiale qui existe depuis 2005 et qui a pour ambition de développer durablement l'économie maritime et littorale sur le bassin méditerranéen et dans le monde. Donc, une de nos principales missions consiste à réunir les acteurs publics et privés de l'économie maritime et littorale pour favoriser l'émergence de projets innovants, collaboratifs dans la mesure du possible, en associant par exemple des laboratoires de recherche et d'accompagner nos adhérents à la croissance de leur entreprise et la mise sur le marché de produits et ou de services. Donc, pour mener à bien cette mission, comment on s'y prend? On a décomposé notre feuille de route en six domaines d'action stratégiques et 2 axes transverses qui vous sont présentés sur cette planche de présentation. Et donc, si je fais le parallèle avec cet événement-là qui nous réunit aujourd'hui, je dirais que certains de nos domaines tirent parti de l'IoT, si ce n'est tous les domaines. On note principalement le domaine sur le naval et le nautisme, ou encore celui sur les ports, la logistique et le transport maritime dont je m'occupe. Sur ce domaine, vous en doutez, une de nos préoccupations principales concerne le développement du port du futur. Et à ce titre, l'IoT peut être un outil à la fois pour la transition environnementale, transition énergétique, mais aussi transition numérique des ports. Et les présentations qui suivront illustreront parfaitement mes propos. Donc j'ai expliqué juste un petit peu plus tôt que ces domaines d'action stratégique s'appuient sur 2 axes transverses, la transition écologique, mais aussi la transition numérique et robotique. Vous constaterez donc que cette notion de transformation numérique se trouve au cœur des 6 domaines d'action stratégiques. Et à titre d'exemple, on peut encore une fois citer l'avènement de l'Internet des objets, qui favorise la remontée des données et contribue largement à étendre le spectre de l'utilisation du numérique au sein des différents secteurs maritimes.
Voilà, et je termine très rapidement cette présentation en vous donnant quelques chiffres clés sur le polymère Méditerranée depuis 2005. C'est un peu plus de 480 projets qui ont été accompagnés puis suivis. Ces projets représentent un budget de R&D de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Et enfin, et pas des moindres, plus de 70% de ces projets ont été labellisés puis cofinancés. Voilà, vous retrouverez sur ces planches, si elles vous seront fournies à l'issue, les coordonnées de chacun des chefs de domaine d'activité stratégique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous propose à présent de passer à la suite du programme et je laisse tout de suite la parole à Marc Chevènement, directeur des opérations chez Envision Digital France, qui va nous présenter donc les travaux d'Envision Digital menés avec le port de Singapour. Marc, la parole est à toi et tu as 15 minutes. Hop, je stoppe mon partage d'écran. Et voilà. Alors vous voyez ma présentation là, j'imagine. C'est bon, oui. Donc oui, bonjour à tous, bonsoir même. Merci à Philippe et Corentin de nous accueillir. La présentation est en anglais. Vous voyez ici une photo du port de Singapour, qui est le deuxième port mondial et qui, en termes d'acronyme, s'appelle PSA. Donc pas PSA comme notre bon constructeur automobile, mais comme l'autorité du port de Singapour, Port of Singapore Authority. Je vais vous présenter tout d'abord le groupe Envision, qui probablement est inconnu de la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que c'est le groupe Envision? C'est un groupe qui fabrique des turbines éoliennes. Donc, on est l'un des plus grands fabricants de turbines éoliennes au monde. On a vendu, par exemple, en 2020 pour plus de 10 milliards de dollars de turbines éoliennes. On est aussi fabricant de batteries de véhicules électriques. Donc, si certains d'entre vous ont une Nissan Leaf, sachez que les batteries à l'intérieur de votre véhicule sont fabriquées par nous. Et on fait aussi des batteries stationnaires qui est évidemment un élément clé dans la transition énergétique pour absorber l'intermittence, par définition, des énergies renouvelables. Je vais commencer par cette quatrième entité. On est investisseur avec un fonds qui est basé dans la Silicon Valley, dans les entreprises, les startups clean tech, green tech. Quatrième entité qui d'ailleurs a fait une course à Monaco il y a 15 jours, c'est notre écurie de Formule 1 électrique, Formula E, qui s'appelle Envision Virgin Racing. Donc, on est une des 12 écuries avec BMW, Audi, etc. qui participent au championnat du monde de Formula E. Et notre pilote, à l'heure actuelle, est numéro 1 dans le classement des pilotes. Donc, moi-même, j'appartiens à l'entité du milieu, qui est Envision Digital, à environ 700 personnes, qui est basée à Singapour et co-investie par le VC californien Sequoia. Et donc, on est une plateforme Internet des objets sur laquelle on peut évidemment développer de l'intelligence artificielle au niveau du cloud. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est la plateforme qui gère ce qui doit être le plus grand projet Internet des objets au monde, qui est le projet Smart Nation. Donc là, on n'est même plus au niveau d'un port, d'une ville, on est au niveau d'une nation. Donc, c'est connecter tous les objets du territoire de Singapour pour les 34 ministères, qui peuvent être la défense, la construction, le trafic routier, la qualité de l'air, l'eau, tout ce que vous voulez. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, on a été amené à travailler pour le port de Singapour. Je vais vous présenter ça après. Et donc, moi, comme le disait Corentin, je suis responsable des opérations pour Envision Digital en France. Rapidement, le type de sujet qu'on gère, évidemment, vous avez vu notre groupe, c'est que des groupes qui sont type énergie verte, on va dire. Donc, tout ce qui est orchestration énergétique, éolien, solaire, stockage, hydraulique ou hydrogène vert. Donc, nous, on parle de solutions numériques là, pour piloter ce genre d'ensemble. Tout ce qui va être décarbonisation, donc les Renewable Energy Certificate, le carbone capture, de faire du tracking, traçabilité de CO2, etc. Et puis, évidemment, comme on parle d'IoT aujourd'hui, tout ce qui va être jumeau numérique de l'infrastructure à gérer. Donc, les ports, c'est un de nos gros, je dirais, sujets. Je vais peut-être passer cette slide. C'est le type, je dirais, de solutions logicielles qu'on a, soit pour faire du monitoring, soit pour faire de l'intelligence artificielle. Quand on travaille dans les énergies renouvelables, si vous n'êtes pas ceinture noire de prévision météo, ce n'est pas la peine de faire de l'énergie renouvelable. Donc, nous, on n'est pas ceinture noire, on est niveau championnat du monde de prévision météo, puisqu'on a le 3e supercomputer mondial et une quinzaine de docteurs météo
qui travaille pour nos clients pour faire du forecast météo haute résolution, c'est-à-dire 100 mètres par 100 mètres, là où sont les fermes solaires, éoliennes ou autres. Et du coup, je peux faire de la prévision de puissance qui est essentielle pour ne pas avoir des pénalités quand on est générateur d'énergie renouvelable. Et donc, à droite, c'est ce qu'on fait en particulier pour le port de Singapour, c'est orchestrer l'énergie d'une infrastructure. Donc, le port de Singapour, le numéro 2 mondial, il a des objectifs un peu comme tout le monde, hein, évidemment. Et puis, on avait vu début décembre, peut-être certains d'entre vous ont participé à la réunion ADEME qui était sur je dirais, la décarbonisation des ports français, a des objectifs extrêmement forts de réduction de carbone, impact du port, évidemment, dans la ville, dans le territoire, et puis la biodiversité, l'environnement, évidemment. Donc, sur le carbone, vous voyez à droite les objectifs du port de Singapour sont très, très ambitieuses, réduire de 50% donc dans 9 ans maintenant, par rapport à la baseline de 2014. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec le port de Singapour, avec notre plateforme Internet des objets? Donc, on a commencé bizarrement, je dirais bizarrement parce que ce n'est pas notre cœur de métier, mais sur, je dirais, plus de la problématique d'opération et logistique portuaire pour, je dirais, orchestrer les objets qui peuvent être sur le port. Donc, je ne vais pas forcément détailler ça aujourd'hui puisqu'on est sur la décarbonisation. Ce qu'on fait, c'est plutôt les deux briques d'en dessous. Donc là, ça va être orchestrer le microgrid du port, hein, du terminal qui est en cours. Donc ça va être premièrement, comme souvent dans les sujets de décarbonisation, c'est déjà avoir une vue de ma consommation énergétique pour le port, contrôler ESS, donc là c'est les batteries stationnaires, hein, c'est les systèmes d'énergie stationnaire, pour pouvoir faire entre guillemets du trading énergétique et de la participation au marché selon ou pas que moi j'ai de la demande sur mon port et suivant le prix ou pas de l'énergie que je peux revendre sur la grille locale. Optimiser l'énergie des différents, je dirais, appareils, outils du port qui consomment de l'énergie, utiliser les véhicules autonomes guidés comme aussi un outil de flexibilité, par exemple pour réduire la demande, sachant que dans beaucoup de pays, peut-être vous le savez, il y a des services de flexibilité, quand on peut s'effacer, réduire sa demande, c'est rémunéré par certains opérateurs de réseau, les Enedis locaux. Donc là, c'est le cas à Singapour. Donc là, on fait du service réseau en utilisant la demande des AGV et donc du coup de ne pas tirer sur la grille quand c'est possible et être rémunéré pour ça. Et globalement, on fait des centrales électriques virtuelles, donc du Virtual Power Plant, VPP, pour agréger quelque part toutes les données énergétiques du port et en faire du trading énergétique au global selon les prix à la hausse ou à la baisse qui sont en cours. Sur je dirais, la capitainerie du port, le siège administratif que vous voyez ici en photo, je dirais que comme beaucoup, pas uniquement de ports, mais d'infrastructures bâtiments, là, c'est ambiance, je dirais, panneaux solaires, batteries stationnaires, optimisation de l'air conditionné, et puis vue complète de l'émission et de la consommation, l'émission carbone et du trading énergétique pour avoir des certificats d'énergie renouvelable puisqu'ils produisent avec leurs panneaux solaires. Donc voilà tout ce qu'on fait. On a aussi beaucoup de projets d'innovation avec eux. En particulier, par exemple, on est dans un consortium fin octobre qui a gagné pour faire une barge flottante d'électrification. Donc évidemment, on connaît bien ce sujet aussi sur les ports français, électrification des navires à quai. Et donc là, le but, c'est de ne pas rigidifier l'infrastructure portuaire avec des points fixes d'électrification, mais c'est bien plutôt la barge flottante d'électrification qui vient au bateau pour ne pas rigidifier l'infrastructure. Donc voilà, c'est le genre d'innovation aussi sur lesquelles on travaille avec le port de Singapour. Donc comme vous le voyez, des sujets plutôt très décarbonisation. Et là, on a, pour rejoindre le sujet IoT, clairement besoin de mettre des capteurs, de se connecter à toutes ces machines, soit pour les monitorer, soit pour les contrôler, puisque si j'ai besoin d'effacer des AGV, etc., j'ai besoin de les contrôler. Donc voilà tout ce qu'on fait d'un point de vue Internet des objets. J'ai une petite vidéo, je pense qu'on va voir. Je ne sais pas si vous entendez le son, je vais me taire. Vous entendez le son ? Non, ça ne fonctionne pas, Marc. Ah, il n'y a pas de son.
Donc voilà, là on dit qu'on se connecte aux différentes machines. Voilà le Singapour. Voilà un peu les différents objets qu'on va contrôler. Quelques données sur le port de Singapour. Tonnage, consommation énergétique monumentale. Voilà des écrans de notre application, le jumeau numérique du port qu'on va voir. Là, on voit les AGV, les grues électrifiées, des points de chargement de véhicules électriques, les batteries stationnaires, les panneaux solaires, de la prévision météo pour optimiser au mieux la puissance solaire. Là, vous avez une vue complète du système énergétique. Souvent, on a besoin de faire de la prévision de puissance quand on travaille avec les opérateurs réseau. Là, vous avez les AGV. On peut monitorer les batteries aussi électriques. N'oubliez pas qu'on avait un fournisseur de batteries de véhicules électriques, donc on a un logiciel qui permet de piloter les batteries. Le but, c'est évidemment de réduire le carbone et de réduire sa facture énergétique, d'une pierre deux coups. C'était une petite vidéo pour mettre un peu d'animation quelque part. Voilà l'animation. C'est reparti. Ce qu'on fait également, c'était pas vraiment à l'agenda du jour, mais j'en profite pour le dire parce que c'est une information assez récente. On vient de gagner avec le consortium d'Anvers, de Barcelone, de Constanza, etc. Donc 3 ports, je dirais, maritimes et un port fluvial, Venlo. On fait partie du consortium. Donc de ce consortium, on voit ici Envision Digital, qui était le leader technologique de ce consortium, avec 37 partenaires. Donc voilà, pour ceux qui connaissent les projets européens, vous connaissez la complexité de ce genre de consortium. Et donc nous, on est dans ce consortium qui a gagné. Je crois que le deuxième consortium, c'est le port de Rotterdam, où il y a le CEA, d'ailleurs, je crois, qui fait partie de ce consortium. Et donc, nous, on est responsable du jumeau numérique du Greenport Anvers et puis de tout ce qui va être stockage énergétique et orchestration énergétique des opérations du port. Voilà, écoutez, j'ai peut-être été plus rapide que mes 15 minutes, mais ce n'est pas forcément un mal. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup, Marc. Je ne vois pas de questions dans l'immédiat, mais merci beaucoup pour… Ah. C'est Philippe, là, à l'appareil. J'ai une question à vous poser. Bien que je soupçonne la réponse, le port de Singapour, tous les équipements là, que vous nous avez montrés dépendent du Port Authority, du PSA, ou bien des entreprises de logistique qui sont sur l'empreinte du port et qui donc sont des entreprises indépendantes quelque part. Oui, c'est une bonne question. Alors, il y a des équipements, évidemment, qui appartiennent au port, quand c'est ce qui va être panneaux solaires sur ses propres bâtiments, etc. Il peut y avoir effectivement des équipements type grue, AGV qui appartiennent à d'autres acteurs. Il y a eu des projets qui ont été en consortium, en particulier avec un conglomérat local, enfin, qui n'est pas petit, il pèse 8 milliards de dollars, qui s'appelle Keppel. Il y a aussi beaucoup de projets avec Keppel, oui. D'accord, ok. Bon, ben voilà, c'était ma question. Mais oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le port de Singapour ou notre groupe au sens large? Je ne vois pas plus de questions dans le module Q&R. C'est que tu as été très clair. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation à cet événement. Merci pour ta présentation et félicitations aussi pour la participation dans Vision Digital au sein du consortium piloté par Anvers. On sait effectivement, pour ceux qui ont touché du doigt un peu cet appel à projet, que la concurrence a été rude. Ouais. Merci beaucoup.
Je vous propose de passer du coup à présent à la présentation de Akidaya. Et c'est Nazim Lalou qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui en qualité de CEO et qui va vous présenter la solution Akidaya de contrôle d'accès intelligent et non connecté. Nazim, la parole est à toi. Ok, super. Je vais essayer donc de partager mon écran pour voir si ça fonctionne. Vous me dites quand c'est bon. Hop. Donc c'est bon, ça marche, vous avez l'écran. C'est bon, c'est parfait. Super. Donc, merci à tous d'être connectés. Donc, moi, c'est Nazim Lalou, directeur opérationnel de la startup Akidaya. Donc, on est très content d'être sur ce salon des objets connectés, qui est notre cœur de métier. Et donc, je remercie également Quentin et Philippe pour nous accueillir ici. Donc, pour notre projet, donc c'est un projet qui est né en 2018, il a été porté par la société NFCom, qui sont aussi les fondateurs de la startup Akidaya, donc qui a été créé par des ingénieurs informatiques avec 10 années d'expertise dans le digital et l'IoT. Donc plus de 50 projets réalisés avec succès donc en France et à l'international. Et le projet est sorti de NFCom pour faire l'objet d'une création d'une startup à part entière, donc en novembre 2020. Donc, je dis ça parce qu'effectivement, donc, malgré la jeunesse de la startup, on a quand même un background solide sur les logiciels et qui est basé sur 3 piliers, donc architecture et technologie serveur, les applications mobiles natives et la sécurité informatique. Donc, juste, nous, en tant que startup, donc notre projet, on le porte et on a eu quelques dates marquantes. Donc, ça a été au préalable donc, le fait de faire partie de la délégation French Tech Région Sud et de participer au CES de Las Vegas qui nous a permis d'avoir nos premiers prospects, donc de grands comptes qui ont été intéressés par la solution de contrôle d'accès intelligent. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, on a été assez même surpris eu égard au nombre de concurrents qu'il y a sur ce marché. Et au final, donc la deuxième date, ça a été en février à octobre 2020, après donc une année de travaux de R&D et de validation de notre sécurité, notre cryptographie donc pour la solution. On a réussi à valider donc ces prospects et à faire signer des tests payants de notre prototype auprès de ces grands comptes avec toutes les installations qui ont été réalisées avec succès et en tout cas un usage qui a été validé par la direction et les employés, vu que donc ils ont souhaité élargir les tests. Donc parmi ces sociétés, donc je peux vous citer Veoliao, la Chambre de commerce et Tim Henry Fabre, qui sont donc les gestionnaires des entrepôts recherche et développement d'Airbus et Eurocopter à Marignane. Donc voilà ce qui a donné suite à la création de la société en novembre 2020 et donc la conception d'une version industrialisable de notre solution et qu'on souhaite donc après un an de test mettre en commercialisation en juin 2021. Donc, on parle de contrôle d'accès intelligent non connecté. Donc, on est sur les objets connectés, bien sûr, sur cette conférence. Et vous allez voir qu'il va y avoir quand même de l'IoT. On dit non connecté donc à double titre parce que ce sont des boîtiers qui ne sont pas connectés à Internet d'une part et qui ne sont pas connectés à des centrales d'accès d'autre part. C'est-à-dire que chaque boîtier va être sur une architecture qu'on appellerait cellulaire et non pas en étoile. Donc, il n'est sur les architectures en étoile, centrale d'accès sur laquelle on va tirer des câbles et qui vont être connectés à tous les systèmes d'ouverture de la société. Nous, on va avoir des boîtiers qui vont être indépendants en plug and play, qui vont être donc installés chacun sur une ouverture électrifiée désignée et donc qui n'aura pour axe d'ouverture que cet accès-là. Donc, nous, on a voulu créer une solution donc, pour les contrôles d'accès, surtout pour nous débarrasser de tous les accès, tous les objets physiques tels que les badges, BIP et Vigic, parce qu'on les perdait déjà souvent. Donc, on avait généralement un triptyque de sensations, la première étant la culpabilité, un sentiment d'insécurité quand on les perdait. La deuxième était une sorte de pénibilité à devoir à chaque fois
avoir des procédures administratives entre la déprogrammation, envoyer des mails, nous reprogrammer un nouveau badge et le temps de le recevoir. Et au final, une sorte de frustration quand on recevait la facture pour les nouveaux badges. Donc, nous, on a voulu donc enlever tous ces objets physiques et créer une solution qui soit la plus simple, la plus sexy à l'utilisation et la plus intuitive possible. Donc, on l'a fait au travers de 3 briques qui constituent notre solution, qui vont être un back-office qui va permettre de gérer et suivre tous les accès. Donc, un administrateur va être désigné par la société cliente et c'est lui qui pourra éditer, modifier ou supprimer des accès en quelques clics et également pouvoir programmer des autorisations d'accès temporaires ou permanentes pour également des récurrences aussi en termes d'accès. Par exemple, si on dit une personne va venir à ma société tous les lundis et tous les mardis de 17h à 20h, et il sera possible de lui attribuer des accès juste pour ces horaires-là. Donc, les données sont protégées dans nos serveurs dans le cloud et anonymisées selon la demande des clients. Et également aussi suivant la réglementation en vigueur concernant les contrôles d'accès. Donc, la deuxième brique, ça va être une application mobile qui va être offline, sécurisée et intuitive. L'application va correspondre au fait à tous les trousseaux de clés digitales qui vont être introduits dedans et elle va communiquer de façon cryptée et challengée via le Bluetooth Low Energy avec donc la troisième brique de notre solution qui est une mini-box plug and play qu'on va intégrer directement dans le système d'ouverture électrifiée. Et à partir du moment où il y aura une alimentation, la mini-box sera reconnue directement par notre application et de l'accès va apparaître sans que l'utilisateur n'ait rien à faire et va pouvoir donc déclencher ou non l'ouverture suivant les autorisations qui lui ont été attribuées. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre boîtier, qui va correspondre aussi à des normes IP65 pour l'étanchéité et des normes IK7 pour la résistance au choc. Donc je vous laisserai peut-être regarder à quoi ça correspond, mais bon, c'est des normes qui sont assez élevées pour ce type de boîtier. Et donc, pourquoi on a choisi le Bluetooth Low Energy? Donc, au final, parce que c'est une technologie qui est user-friendly, donc une technologie qui a été maîtrisée, qui a été éprouvée et mature, et dont tous les smartphones disposent de cette technologie-là. Pour nous, par exemple, on a été à Las Vegas, on a un Galaxy S3 qui correspond à un téléphone quand même de très vieille génération et qui fonctionnait très bien, ce qui veut dire qu'entre l'appairage et l'ouverture, il devait y avoir moins de 2 secondes de réactivité. Donc, ça consomme très peu d'énergie, comme son nom l'indique, pour le téléphone, et il ne nécessite aucune manipulation d'appairage de la part de l'utilisateur et permet la traçabilité, donc un historique de tous ses accès. Donc, les points à retenir aussi concernant la sécurité, c'est qu'aucune donnée client n'est stockée dans nos lecteurs. On a mis en place, eu égard à la création en novembre 2020, d'une politique de privacy by design et de security by design, c'est-à-dire que le RGPD et la sécurité ont été mises à la base de la conception de notre solution. La mini-box est offline, donc sans connexion Internet, et nous protège des attaques à distance. Et lorsqu'on est à proximité, donc la communication Bluetooth qui est cryptée et challengée permet, on entend par là que les codes changent constamment. Et même si on arrive à se les faire sniffer par une personne malveillante, il ne pourra pas le réutiliser parce que c'est un changement constant. Et enfin, nos serveurs sont en France, toujours eu égard au RGPD et aux responsabilités qu'on a vis-à-vis des données. Donc, le contrôle d'accès à Kidaya a certains avantages, évidents par rapport à ce que j'ai dit. Donc, c'est pas de risque de perte ou de vol de badge. Donc, un gain d'argent lorsque l'on arrive à l'installer, parce que les installations sont beaucoup plus simples que des installations dites traditionnelles, avec des centrales d'accès où il faut donc tirer beaucoup de
de câbles. Généralement, nous, ça nous prend une quinzaine de minutes pour installer un boîtier. Donc, c'est une gestion simple et intuitive pour l'utilisateur et pour le gestionnaire. Et il permet de contrôler également des sites qui sont donc en zone blanche ou en sous-sol, donc où il n'y a pas de connexion Internet, j'ai connecté quand même, qui arrive à communiquer avec le téléphone. Enfin, par rapport à ce qui a été le cas malheureusement pour ces dernières, pour cette dernière année, des problèmes d'hygiène, où on n'a pas forcément aujourd'hui envie de mettre ses doigts là où tout le monde a pu les mettre, notamment pour des solutions telles que les empreintes digitales ou des digicodes, qui sont aussi des solutions très bonnes, mais voilà, qui ont quand même cette contrainte, en plus d'avoir des données sensibles à l'intérieur. Donc, concernant les installations portuaires, nous, effectivement, notre solution peut rentrer dans le cadre des ports de plaisance intelligents. Donc, en tout cas, comment rendre les accès à ces ports plus intelligents. Donc, nous comptons clairement, nous, sur l'expérience utilisateur donc, et user-friendly pour les clients et pour les gestionnaires de ports, à savoir qu'on a eu sur des expériences personnelles, des fois, des badges qui étaient donnés pour un groupe de 7 personnes. Donc, sur l'accès à certains ports, ce qui n'a pas été très pratique. Donc, à chaque fois, on avait l'obligation que la personne nous appelle, devoir aller lui ouvrir, revenir. Donc, ce n'était pas voilà, ce qu'on considérait être simple pour nous. Et enfin, une autre expérience, c'était aussi par rapport à des digicodes qui étaient sur les quais et sur lesquels on a eu aussi la possibilité d'avoir des codes qui n'avaient pas été changés depuis, pendant une période de plus d'1 an et qui fonctionnaient encore une année après, alors qu'on n'avait plus réellement le droit en tant que plaisancier d'y accéder. Donc, nous, notre solution pour répondre à ce type de problème, donc, et les utilisateurs que nous visons vont être les clients résidents des ports, les clients visiteurs, les employés, les prestataires. Et notre solution peut aussi être un peu plus globale, car elle fonctionne aussi bien pour les barrières d'accès parking, les portails d'accès aux ports et quais, les entrées de capitainerie et étages sécurisés ou les zones réservées. Donc, c'est d'usage et qui fonctionne très bien. Donc voilà, on est au final pour des ports, une industrie et des bâtiments intelligents, donc pour des projets qui vont vers la Smart City, qui vont nous faire gagner du temps, économiser de l'argent, améliorer la sécurité et surtout pouvoir avoir une traçabilité pour contrôler toutes les entrées sorties. Et au final, juste une petite vision du marché du contrôle d'accès au niveau mondial et au niveau français pour montrer qu'il y a quand même une croissance et une demande accrue sur ces problématiques-là. Donc voilà, à l'horizon 2018, dans le monde, à l'horizon 2024, dans le monde, donc, le marché pourrait atteindre les 12,1 milliards avec 8,25% de croissance par an. Et en France également, donc, il y a une croissance de 4,4% par an pour atteindre à l'aube de 2024 donc 2,2 milliards d'euros. Et donc voilà, on souhaiterait faire partie de tout ça et notre ambition donc c'est de déployer notre boîtier agent de sécurité 100% digital et autonome. Voilà. Et j'ai fini également, vous pouvez nous contacter si besoin. Ou si vous avez des questions, je suis là pour pouvoir y répondre. Eh bien, merci beaucoup Nazim. Et effectivement, c'est tout ce qu'on vous souhaite, un déploiement dans de très nombreux ports. Alors, merci pour la clarté de tes propos et ta présentation. On a quelques questions. Je vais te les retranscrire. Donc, monsieur Jean-Luc Garnier qui demande si tu peux confirmer que les accès sont gérés via des tokens qui sont distribués aux différents utilisateurs sur leur smartphone et qui précise l'appli mobile doit donc régulièrement se synchroniser avec un serveur pour la mise à jour de ces tokens. Alors, malheureusement, moi, je ne suis pas la personne qui est la plus appropriée peut-être pour répondre à ces questions parce que je ne suis le seul non-technicien de l'équipe. Je me demande même si ça n'a pas été fait exprès de m'envoyer pour ne pas répondre. Après, moi, ce que je pourrais juste vous dire, c'est que voilà, je pense qu'effectivement, c'est basé sur des tokens, mais je pourrais demander à notre directeur technique, ou en tout cas, vous pourrez envoyer la question par mail et on pourra essayer de répondre. Voilà, je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour vous répondre sur les questions techniques. Alors, du coup, effectivement, peut-être que monsieur Garnier pourra se rapprocher de toi ou des autres personnes chez Akidaya pour avoir plus de détails. Absolument.
Il y a une autre question, alors là encore, je ne sais pas si tu vas pouvoir apporter des compléments, de Monsieur Jean-Luc Garnier encore. Y a-t-il une quelconque communication possible entre le serveur et les mini-box? Alors non, entre le serveur et les mini-box, il n'y aura pas de communication. Justement, les box sont vraiment indépendantes et il n'y aura pas voilà, de ce type de communication entre les serveurs et ces box-là. La communication se fera réellement entre le téléphone et la box. Et donc par un système qu'on a mis en place, une programmation qui est donc l'intelligence de notre solution. Et ça sera, on va dire, une sorte de challenge qui sera fait entre le téléphone et la mini-box, mais qui n'aura pas donc de connexion avec le serveur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ta réponse. Je ne vois pas plus de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière présentation de cette journée. Et donc, ce sera celle de la société InWeed, qui concernera les solutions IoT radio dans le maritime avec une application sur la réparation navale. Donc, c'est Didier Priant qui est présent aujourd'hui en tant que cofondateur d'InWeed. Et donc, Didier, la parole est à vous. Et je vous laisse activer votre micro. Micro. C'est bon, vous m'entendez? C'est parfait. Merci à vous, en tout cas. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si tout le monde le voit et m'entend correctement. C'est parfait de mon côté. Donc, voilà. Donc, InWeed, pour faire court, est une jeune entreprise maintenant de 3 ans et demi. Et on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est solutions IoT pour l'industrie au sens large, comme on est intégrateur et créateur de solutions. On est assez transverse, mais bien entendu, on a un bureau donc à Lyon et un bureau à Toulon. Et notamment à Toulon, on se spécialise très fortement pour le secteur maritime et portuaire. Donc également, pour préciser un peu la démarche, c'est qu'on apporte des solutions complètes de A à Z qui seront personnalisées et qui permettent pour tout ce qui est industriel, maritime, de récupérer des données, de les créer quand elles ne sont pas là, de les communiquer, de les historiser et de mettre en base de données pour ensuite les exploiter et les valoriser à la demande du client et pour répondre aux besoins de chacun. Donc, je ne vais pas dans le détail de l'entreprise, mais on a depuis ces quelques années, je dirais, des clients de renom dans les domaines industriels, de grands groupes, mais également de petites entreprises qui nous font confiance de manière récurrente. Donc, le sujet du jour est plutôt ciblé effectivement sur tout ce qui est IoT radio, puisqu'on a aussi la possibilité de mettre effectivement de l'IoT et des objets qui sont connectés, mais par fil. Dans le cas présent, on a 2 cas d'usage à vous présenter, qui sont, je dirais, tous deux complètement différents, avec ce point commun, bien entendu, du maritime et du portuaire, mais qui adressent une problématique complètement différente. Dans un cas, pour IoT for Air, le premier cas d'usage, donc là, c'est donc des solutions pour la réparation navale et pour les navires, c'est-à-dire en fait d'instrumenter des navires, de récupérer des données, ici en utilisant une technologie radio type LoRa, et de récupérer ces données afin également non seulement de faire un opérationnel efficace et des nouveaux outils, je dirais, qui correspondent mieux à l'opérateur et à ses besoins, mais également de nourrir, grâce à l'historisation, aux alarmes, etc., l'application de maintenance qui va permettre là également de faire, je dirais, d'utiliser le digital pour être beaucoup plus efficace dans le maintien en condition opérationnelle des équipements, que ce soit à terre ou sur les navires. Le deuxième cas d'usage, lui, on l'a construit avec le SparkNord 2, c'est-à-dire qu'avec le port de Marseille, pourra permettre une vérification réglementaire rapide grâce à la radio d'équipements à bord de navires ou là également, ça peut être aussi dans certains sites portuaires. Et ça permet effectivement, dans ce cas-là, d'avoir une rapidité d'inventaire, de vérification du caractère réglementaire de tous les objets nécessaires
afin d'être efficace et de pouvoir accélérer la logistique et la mise en œuvre des équipements sur les ports ou des navires. Donc, on remercie bien sûr tous les industriels et les pôles de compétitivité qui nous ont fait confiance dans cette démarche-là. Donc, pour aller sur cette présentation donc, de IoT for Air, donc là, on est sur du LoRa. Donc, je vais assez rapidement sur le… Alors, la présentation est en anglais puisque c'est un projet européen, mais effectivement, on avait, je dirais, différentes innovations qui concernaient justement le fait de sélectionner, d'optimiser l'utilisation de capteurs de technologie LoRa dans un environnement très contraint qui est donc très métallique, où a priori tout ce qui est radio n'est pas obligatoirement le mieux adapté. En fait, en mettant en œuvre les bons équipements, les sélectionnant, on a réussi effectivement à connecter, que ce soit tous les objets, y compris au plus profond du navire ou au plus profond du dock. On a réussi à connecter l'ensemble des équipements, donc capteurs de température, capteurs de vibration, etc., qui ont permis d'instrumenter et de remonter les données des éléments clés de fonctionnement de ces équipements. Donc, je passe un peu rapidement sur les partenaires parce que, bien sûr, l'intérêt de ce genre de projet, c'est d'avoir du collaboratif et d'aller explorer beaucoup d'innovations, que ce soit de l'IA, que ce soit effectivement des gateways, des capteurs. Et donc, on a pu, par ce biais-là aussi, explorer l'intelligence, on peut dire, des écrans et leur efficacité et leur adaptation à l'être humain. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour remplacer l'être humain, mais on est vraiment là pour lui donner des outils de décision sur des choses justes, notamment sur de la donnée et sur des analyses. Donc là aussi, on voit que l'architecture est quand même relativement complexe, puisqu'on va récupérer des données de différentes façons, en radio, en filaire, que ces données, on va passer par des gateways. Mais si vous regardez aussi, on a en plein centre, on a un accès distant. Donc, ce qui est important dans ce projet européen, c'est qu'on a des partenaires qui peuvent être situés à l'étranger. Donc, on a mis en place un système de prise en main distante de tous les équipements, ce qui a permis à chacun de travailler à distance, ce qui, en période de Covid, était aussi très intéressante. Et je pense que ça va un peu dans le sens de l'histoire. Il est important de remonter des données de terrain, de pouvoir prendre éventuellement du contrôle si nécessaire, d'équipements qui vont être dispersés de par le monde. Donc là, vous avez juste du concret, c'est-à-dire un dock avec un équipement qu'on doit manœuvrer. Donc, on récupère toutes ces données. Vous avez à gauche l'ancien écran à l'origine du équipement qui était très succinct en plusieurs pages, donc en fait peu opérant et pas du tout satisfaisant pour l'opérateur. Et on s'est focalisé sur faire un écran où il avait tout sur un seul écran pour pouvoir bien manipuler et être de manière opérationnelle efficace sur l'équipement. Même chose sur le Castor 2, hein, qui est un navire de travail, où là, les écrans permettent de voir, par exemple, ici, les 2 lignes d'arbres avec les températures de chacun des paliers. L'ensemble de ces données opérationnelles nourrissant également le logiciel que vous voyez, ou l'application que vous voyez sur la droite, qui est l'application de maintenance, ce qui permet effectivement d'historiser, de suivre, de planifier les maintenances de manière, je dirais, beaucoup plus facile et plus efficace. Là, sur le deuxième cas d'usage, j'ai prévu, alors je vais essayer de le faire en live, j'ai prévu donc une petite vidéo qui va probablement parler plus facilement, puis vous montrer aussi l'environnement, parce qu'un PowerPoint, c'est bien, mais c'est bien aussi de voir l'environnement dans lequel on travaille. Et quand je parle de contraintes de l'environnement, on a là également une problématique de suivi réglementaire d'équipements. On le sait, à bord, il faut avoir des équipements à jour et donc normalisés. Et donc, on utilise ici des tags RFID qui vont permettre, durcis bien entendu et adaptés à l'environnement, qui vont permettre, dans des conditions également très compliquées, très métalliques, avec des recoins, etc., de repérer ces équipements, de vérifier par les rondes qu'ils sont bien là, donc on va les compter, les comptabiliser, mais plus que ça, qu'ils sont à la bonne date de validité. Et l'ensemble de ces équipements, par une application mobile que vous voyez à droite, donc on va pouvoir les récupérer, vérifier qu'on a tout, et puis par un échange de fichiers,
on va pouvoir, sur une application fixe que vous voyez à l'écran, on va pouvoir effectivement organiser la ronde d'abord, et ensuite, donc là, vous voyez l'écran qui permet effectivement d'organiser la ronde, de tout planifier, ce qui fait que l'opérateur a directement sur son écran l'ensemble des opérations à faire, l'ensemble des vérifications à faire, et on effectue sa ronde normalement, des manquants éventuels, ce qui permet de les remplacer, et puis permet également de réécrire sur certains équipements qui ont été vérifiés la nouvelle date de validité, ce qui permet, à la fin de la ronde et toutes ces opérations, de garantir que le navire ou l'équipement, si c'est un équipement à terre, est conforme et réglementaire pour une durée donnée, qui peut être par exemple la durée d'une mission. Donc, les tests ont été faits sur le terrain. Donc là, on remercie Fosselel Marine pour nous avoir effectivement mis à disposition un équipement, donc un navire de travail. Et là, vous voyez effectivement que les conditions ça, sont assez contraintes. Et là, ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit que dans ce genre d'opération, les opérateurs qui ont testé l'équipement, vous en voyez un, par exemple, ici. Des gens qui travaillent quotidiennement avec des codes barres ou même à chercher des équipements dans des recoins. Donc, eux, clairement, sur les pièces détachées, sur le côté réglementaire, là, par exemple, vous voyez des pitons au plafond qui peuvent être à plusieurs mètres de haut. Donc, tous ces équipements, en fait, pour aller les vérifier, il faut mettre des échafaudages, etc. Et donc, on a pu constater directement avec les hommes de terrain et femmes de terrain qu'on avait à peu près entre 30 et 50% de gains de temps, sans compter, bien sûr, le temps économisé et le risque économisé pour mettre en place des vérifications qui ne sont plus nécessaires. Voilà, donc, je voulais vous présenter ces quelques cas d'usage. Alors, je ne sais pas où j'en suis du point de vue timing, mais si vous avez des questions, c'est bienvenu. Merci Didier, on a un petit peu d'avance sur le timing, donc effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas Didier pour cette présentation très claire. On est arrivé à la fin de ce cycle de 3 conférences sur les applications portuaires de l'IoT. Il me reste du coup à vous remercier encore une fois tous les 3, remercier les personnes qui étaient connectées pour assister en direct à cette session, et puis évidemment ConnectWave pour l'organisation de cet événement. Et puis je vais peut-être laisser le mot de la fin à Philippe. Oui, merci Corentin, merci pour cette présentation d'applications portuaires. Voilà, donc on va débriefer toutes les conférences là, et puis on reviendra auprès des auditeurs et des présents pour les informer de la liste des intervenants, de leurs contacts, etc., pour qu'ils puissent échanger, voire leur demander un exemplaire de leur présentation, parce que la question est revenue régulièrement, et éventuellement poser des questions plus précises que simplement sur un chat. Voilà, donc cette journée est terminée, donc moi j'en suis ravi, vraiment, bon, pour l'instant, on peut dire que c'est un succès, on fera un bilan plus détaillé dès qu'on se sera un peu reposé, parce que je ne vous cache pas que la journée a été chaude, hein, voilà, et encore une fois, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je rappelle que toutes les vidéos elles seront sur le canal ConnectWave et vous pourrez les réutiliser, enfin toutes les entreprises pourront les réutiliser à leur guise sur leur site ou dans une action de communication. Voilà, écoutez, merci à tous pour les derniers présents, hein, voilà, et je pense qu'il est temps d'aller dîner, voire de prendre une bière, c'est ce que je vais faire. Bonsoir à tous et à très bientôt, j'espère. Bonsoir à tous et merci. Bonsoir à tous. Au revoir.